Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série d'Halloween. Et comme vous l'avez vu au titre, nous allons voir ensemble ce qu'est le syndrome des faux souvenirs. Elisabeth Loftus ou Loftu est née le 16 octobre 1944. C'est une psychologue cognitive américaine spécialisée dans la mémoire humaine. Elle a, au cours de sa vie et même au cours de ses études, mené énormément de recherches sur la malléabilité des souvenirs, mais elle est surtout aujourd'hui connue mondialement dans ce domaine pour son travail pionnier sur l'effet de la désinformation ainsi que le fonctionnement et la fabrication de faux souvenirs. Elle a été bien évidemment titrée et a reçu de nombreux prix honorifiques pour ses recherches, ses thèses et notamment les essais qu'elle a menés. Et en 2002, elle est classée 58e sur la liste des 100 chercheurs en psychologie les plus influents du XXe siècle. Et parmi donc ce classement, c'était la femme la mieux placée du classement, donc en 58e position. Au début des années 1989, elle va concentrer ses travaux de recherche sur des techniques permettant d'implanter de faux souvenirs détaillés d'événements, qui n'ont jamais eu lieu. Elle a choisi d'approfondir ce sujet en particulier, donc implanter des souvenirs faux dans la tête de quelqu'un à la suite d'une affaire en fait pour laquelle elle avait été sollicitée en tant qu'experte en 1990. L'affaire impliquait George Franklin que sa fille Eileen accusait de choses pas top du tout. Elle avait expliqué donc Eileen qu'elle avait refoulé un souvenir d'avoir assisté 20 ans plus tôt, lorsqu'elle avait 6 ans, à l'agression sexuelle et au meurtre de son amie du même âge par son père. Donc voilà, elle prétendait avoir récemment retrouvé la mémoire grâce à la thérapie. Elisabeth, donc, durant ce procès, elle a été amenée à témoigner puisqu'elle a eu une rencontre avec la victime, en quelque sorte. Elle a témoigné sur la malléabilité de la mémoire, mais a dû finalement admettre devant le jury qu'elle ne pouvait citer aucune recherche de ce type de souvenir en particulier. Donc même si elle est venue en tant qu'experte sur place, elle a reconnu que le cerveau avait une certaine malléabilité, mais qu'elle avait aucune preuve finalement pour étayer son propos, que c'était potentiellement la première fois qu'elle faisait face à un cas comme ceci. George Franklin, malgré tout, a été reconnu coupable des accusations de Eileen, mais a fini par être relâché en 1996. À cette époque, de nombreux cas d'accusation ont commencé à voir le jour sur ce genre de souvenirs, donc les personnes qui retrouvent des souvenirs ou dans certains cas des personnes qui créent de faux souvenirs. Et les tribunaux, en fait, ils en pouvaient plus vraiment parce que c'est pas quelque chose qui est tangible. Alors oui, il y a des preuves finalement, mais ils se sont vite rendus compte que le cerveau pouvait réussir à créer un faux souvenir autour de preuves, par exemple
bah ça s'est passé à cet endroit-là, cette personne a fait ça aux alentours de telle heure et ensuite il est parti. Ça se trouve c'est faux, mais quand il regarde le parcours de l'accusé, ah bah oui mais il était bien à cet endroit-là, entre cette heure-ci et cette heure-ci, et on voit sa voiture repartir à cette heure-là. Comment est-ce qu'on arrive à prouver que il ne s'est rien passé ou qu'il s'est passé quelque chose? Les tribunaux n'en pouvaient plus vraiment. Donc au bout d'un moment, ils savaient plus du tout comment gérer tout ça. Elisabeth a donc décidé de chercher à savoir si certains souvenirs retrouvés pouvaient être la réalité ou de faux souvenirs fabriqués grâce aux techniques de suggestion que certains thérapeutes utilisent. Par exemple, au lieu de vous dire racontez-moi, on va dire, admettons, racontez-moi ce qui s'est passé le jour de votre 12e anniversaire. Et vous commencez à dire bah voilà, je me suis disputée avec un ami le jour de mon anniversaire, ça m'a rendu triste. Et le thérapeute, au lieu de vous dire quel était l'objet de cette dispute, va par exemple vous dire est-ce que cette dispute avait un lien avec le fait que ce jour-là il vous ait volé votre stylo? Restez avec moi, vous allez comprendre. Et une personne qui est déjà malade mentalement, donc ou avec la dépression, etc., bah ça se trouve son cerveau va tout de suite dire ah bah oui c'est ça, il m'a volé mon stylo. Sauf que la dispute n'avait jamais eu aucun rapport avec un stylo volé et ne traitait absolument pas de ça. Et du coup la personne en face du thérapeute va se dire bah voilà en fait, il m'a volé mon stylo. Ça n'est jamais arrivé. Il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent la suggestion au lieu d'écouter les patients et rebondir sur ce qu'ils disent, leur laisser raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée donc dans leurs souvenirs et travailler autour. Il y a certains thérapeutes qui vont suggérer la fin de l'histoire, ce qui malheureusement des fois modifie réellement la perception du patient et dans sa tête l'histoire va se modifier vis-à-vis de ce qu'a suggéré le thérapeute. J'espère que c'est compréhensible, c'est super intéressant comme cas vraiment. Mais donc sur le plan éthique, elle ne pouvait pas tenter, même dans le cadre de ses recherches, de convaincre des individus qu'ils avaient été abusés sexuellement dans leur enfance par un membre de la famille. Les personnes qui se sont portées volontaires pour cette étude, c'est beaucoup trop dur parce que si ça prend et si malheureusement c'est avéré qu'on peut créer des faux souvenirs avec le cerveau, la personne va rester avec un faux souvenir dans la tête qui inclut un membre de sa famille et un événement traumatisant. Elle a donc beaucoup étudié et cherché pour mettre au point un scénario faisant intervenir un traumatisme dans l'enfance mais qui n'aurait ultérieurement pas de conséquences néfastes sur le sujet. Par exemple une chute. Voilà, ça peut être un traumatisme de l'enfance. Je pense qu'on a tous dans notre enfance une chute qu'on a fait qui nous reste, dont on se souvient, même si on n'a pas fini gravement et grièvement blessé. Voilà quoi. Donc elle s'est dit on va partir sur un petit souvenir d'enfance, un petit traumatisme d'enfance qui n'a aucun impact sur la santé mentale et le comportement de mes sujets à l'âge adulte. Ainsi est née la technique appelée perdu dans un centre commercial, qui consiste à tenter d'implanter un faux souvenir aux participants de l'étude qui se sont perdus dans un centre commercial ou qu'ils ont été perdus par leurs parents dans un centre commercial dans l'enfance. Le but finalement était de vérifier si une discussion sur un événement fictif pouvait produire un souvenir qui ne s'était jamais produit. Donc utiliser la technique des thérapeutes, par exemple racontez-moi la fois où vous vous êtes perdu dans un centre commercial, ce qui est quelque chose de possible en soi. Et forcément le premier réflexe est de dire mais je me suis jamais perdue dans un centre commercial, et à base de conversation le patient va finir par monter une histoire et ça va potentiellement, si ça se confirme, devenir un faux souvenir. Dans sa première étude, Elisabeth va constater que 25% des sujets sont
jamais eu lieu. Ces travaux ont été utilisés devant des tribunaux pour contrebalancer en quelque sorte des preuves basées sur le recouvrement de la mémoire. Attention, elle ne discrédite pas les personnes qui la recouvrent vraiment. C'est possible d'avoir occulté une certaine partie de son enfance ou même de son âge adulte parce qu'on a vécu un événement traumatisant sans forcément que ce soit une atteinte à nous. Ça peut être malheureusement le décès, le trépas d'une personne proche de notre famille. Moi, j'ai constaté finalement, petit moment perso, durant les séances de psy que j'ai fait, des thérapies, qu'il y a beaucoup de choses que mon cerveau a occultées. Alors, ce ne sont pas des mauvais événements. Ma meilleure amie et moi étions ensemble en terminale et en littérature, celle qui me raconte ça et à chaque fois je m'en souviens pas, on était en groupe, elle et moi, et on devait créer un monde fictif. Et la première fois qu'elle m'en parle et qu'elle me dit oh, tu te souviens de ce monde fictif qu'on avait créé et tout, et je lui dis mais c'était pas moi. Elle me dit pas si c'était toi. Non, c'était pas moi. Sauf qu'elle a retrouvé les copies et c'était bien mon nom dessus. Je n'en avais plus aucune idée. Alors c'est minime comme ça, mais des fois j'oublie des choses et même mes soeurs me racontent, me disent ah mais tu te rappelles quand t'as fait ça? Je suis là mais j'ai pas fait ça. Le cerveau au bout d'un moment il fait de la place sur la mémoire RAM parce qu'il n'y a plus assez de place. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits moments de ma vie où j'ai des trous noirs. Alors pas parce qu'il s'est passé quelque chose à cet instant précis qui m'a traumatisée, mais tout est un peu relié autour du trauma que j'ai vécu quand j'avais 11 ans, le décès de mon grand-père qui était comme mon père quoi. Et du coup il y a plein de choses que mon cerveau a effacé de lui-même et d'autres qu'il a décidé de garder. Alors je vis très bien avec, attention, mais c'est vrai que des fois je me dis mais tiens, je m'en souviens pas, ou je retombe sur des photos, je me dis mais pourquoi je me souviens pas de ça? Enfin bref, voilà quoi. Le but de son étude n'était pas de discréditer les personnes qui réellement recouvrent la mémoire après un événement traumatisant, mais il y a eu énormément de cas où les personnes, que ce soit hommes ou femmes, ont menti et ont prétexté avoir recouvré la mémoire pour se sortir d'une situation, et d'autres personnes à qui on a implanté finalement des faux souvenirs pour réussir à faire condamner une personne. Donc elles finissaient par être victimes quoi. Dans certains états des États-Unis, il est interdit d'entamer des poursuites uniquement basées sur un témoignage issu d'un recouvrement de mémoire. Et les sociétés d'assurance aux États-Unis, encore une fois, sont devenues plus réticentes à assurer les thérapeutes contre d'éventuelles poursuites pour faute professionnelle liées à des souvenirs retrouvés. Parce que oui, admettons, une personne se retrouve au tribunal en tant que victime et dit bah, si j'accuse cette personne parce que après avoir fait tant de temps de thérapie avec ce thérapeute là, je me suis rendu compte que c'est un souvenir que j'avais occulté, le thérapeute devient témoin finalement, mais également partie prenante de ce procès, et les assurances ne veulent pas en fait couvrir les thérapeutes si finalement ils se rendent compte avec l'enquête que la victime, c'est pas un recouvrement de mémoire qu'elle a subi, mais qu'à cause ou avec ses sessions de thérapie, elle s'est carrément créé un faux souvenir. Bien que les recherches d'Elisabeth ont permis de mettre en lumière un phénomène presque inédit du cerveau, elle a été de nombreuses fois pointée du doigt vis-à-vis des méthodes qu'elle a utilisées au cours de ses expériences. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup de détails sur ces méthodes à part le fait qu'elle implantait des faux souvenirs ou qu'elle essayait d'implanter des faux souvenirs sur des volontaires, attention. Donc je ne saurais pas dire pourquoi est-ce qu'elle a été pointée du doigt. Est-ce que c'est parce qu'il trouvait que c'était pas assez, qu'il n'y ait pas un panel assez large de volontaires, ou pas assez de diversité dans les ethnicités, parce qu'encore une fois, voilà, ou dans les cultures, parce qu'on n'a pas tous la
n'y a pas eu non plus, il n'y a personne qui a été mis en danger. Et elle a justement fait attention d'essayer d'implanter des souvenirs qui n'aient pas d'impact sur le volontaire à l'expérience quoi. Non. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire. Bien sûr, c'est une pionnière dans son domaine, mais malheureusement, bien que le syndrome des faux souvenirs a fini par être reconnu, il n'est pourtant pas valable dans certains tribunaux, car souvent les dires des victimes ou témoins manquent de preuves tangibles. On ne parle pas d'un recouvrement de faux souvenirs du mois dernier, généralement c'est des victimes qui parlent 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, qui mettent sur la table le fait que c'est un recouvrement de souvenirs, mais 10 à 20 ans plus tard, les potentielles preuves qui peuvent appuyer leur témoignage n'existent plus. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est sur autre chose que des expériences vraiment faites aux autres. J'avais envie de parler de ce cas parce que j'en ai entendu parler lors de ma thérapie. Ma thérapeute m'avait dit faites attention parce qu'il manque des... comment on appelle ça, des bouts de mon enfance, mon adolescence. Elle me dit faites attention quand les personnes vous rappellent quelque chose parce que ça se trouve, elles se trompent elles aussi de personnes ou dans l'histoire qu'elles vous racontent. Mettez un peu de recul et ne prenez pas ça pour une vraie situation que vous avez vécue. Si vous vous en souvenez pas, prenez-le à la légère. N'en faites pas quelque chose de concret pour vous. Donc merci à ma thérapeute qui m'avait déjà mis en garde il y a quelques années de ça sur le syndrome des faux souvenirs et j'avais envie de vous en parler parce que pour moi c'est un sujet vraiment intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez un peu ce syndrome, si vous connaissez quelqu'un qui en a été porteuse ou porteur, et si vous voulez étoffer un peu ce que j'ai dit, si vous avez lu les recherches d'Elisabeth Loftus, n'hésitez absolument pas à faire ça en commentaire. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous